Deux chiffres s'entrechoquent et la pression extérieure se durcit d'un coup. Des millions ont circulé pour acheter des loyautés. Pourtant, ces derniers mois, la cohésion institutionnelle au Burkina Faso s'est raffermie, comme si l'argent avait produit l'effet inverse. Qu'est-ce que cela change pour vous concrètement quand cette résilience se cristallise autour d'Ibrahim Traoré et qu'elle redessine la manière de lire le Sahel? Un basculement régional discret s'esquisse déjà, à peine visible, mais difficile à ignorer. Ce récit propose une promesse claire, donner au lecteur une grille de lecture solide pour comprendre comment certaines pressions extérieures, loin de déstabiliser un État, peuvent renforcer sa cohésion interne. En suivant le cas du Burkina Faso, l'analyse montre en quoi les tentatives d'influence financière, militaire et narrative produisent parfois des résultats opposés à ceux recherchés, avec des conséquences durables sur la souveraineté et les équilibres régionaux. L'enjeu dépasse largement l'actualité immédiate. Il touche à la capacité d'un État à imposer ses règles, à protéger ses ressources naturelles et à maintenir une chaîne de loyauté lorsque la pression devient patiente et méthodique. Autour d'Ibrahim Traoré, ces dynamiques révèlent des mécanismes de pouvoir rarement exposés au grand public, où chiffres sécuritaires, discours officiels et récits concurrents s'affrontent en silence. Pour le lecteur, l'intérêt est double. D'une part, comprendre comment distinguer une stabilisation proclamée d'une ingérence dissimulée. D'autre part, acquérir des repères analytiques réutilisables face à d'autres crises africaines contemporaines. La question centrale n'est donc pas seulement ce qui se passe, mais comment l'interpréter sans se laisser guider par des apparences trompeuses. Plus de 10 tentatives d'assassinat recensées en moins de 2 ans et plus de 50 officiers arrêtés pour implication directe ou coordination avec des réseaux extérieurs. Placés côte à côte, ces chiffres révèlent une pression structurée et continue, bien loin d'incidents isolés ou improvisés, et constituent dans le premier mini-révélateur du dossier. Ces données montrent que la pression exercée sur le pouvoir burkinabé n'a jamais été marginale. Elle s'est installée progressivement de manière cumulative, en mobilisant des moyens financiers, relationnels et narratifs sur la durée. Dès l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, le pays se trouvait déjà dans une zone de forte turbulence, combinant fragilité politique, insécurité persistante et ressources naturelles convoitées. L'or, le manganèse et le phosphate ont transformé le Burkina Faso en point d'attraction stratégique pour des acteurs extérieurs aux intérêts concurrents. Les premiers signaux apparaissent rapidement. Des officiers intermédiaires signalent des approches inhabituelles, parfois déguisées en partenariat ou en soutien logistique. Pris séparément, ces faits auraient pleinement pu être interprétés comme des anomalies sans portée générale. Mis en séquence, ils dessinent au contraire un schéma cohérent d'infiltration. Le contexte régional amplifie cette dynamique. Dans l'ensemble du Sahel, des États fragilisés deviennent des terrains d'expérimentation pour des stratégies mêlant influence financière, relais militaires et narratifs diplomatiques. Un élément déclencheur confirme cette lecture. En novembre 2024, l'arrestation d'un intermédiaire porteur de 5 milliards de francs CFA destiné à acheter des défections militaires expose brutalement l'ampleur des moyens mobilisés. Cette somme ne traduit pas une improvisation, mais l'existence de circuits financiers capables de soutenir une pression prolongée. À ce stade, pour Ibrahim Traoré et son entourage, la crise cesse d'être l'addition de dissidences internes et devient un affrontement autour de la souveraineté, de la maîtrise des ressources et du contrôle des règles du jeu politique. Cette bascule analytique explique pourquoi chaque tentative avortée n'a pas affaibli le pouvoir, mais renforcé sa cohésion interne. Pour comprendre comment cette pression a été absorbée sur le terrain, il faut suivre des trajectoires individuelles devenues révélatrices. Elles ne sont ni héroïsées ni anonymes. Elles servent de point d'appui pour lire les effets immédiats de la crise. L'une d'elles est celle d'un capitaine déployé dans le nord du pays, approché à plusieurs reprises par des intermédiaires promettant un rééquilibrage du commandement. Le refus est net, consigné, puis signalé à la hiérarchie. Ce geste transforme une intuition diffuse en alerte structurée et enclenche une vérification interne ciblée. Un second cas, survenu quelques semaines plus tard, confirme l'existence d'un schéma plus large. Un officier logistique
rapporte une tentative d'échange. Soutien matériel contre accès à des informations stratégiques. L'enquête conjointe qui s'ensuit met au jour des connexions régionales et des circuits financiers déjà actifs. À ce stade, la crise quitte le registre des soupçons pour entrer dans celui des preuves opérationnelles. Ces épisodes produisent des impacts rapides. Dans l'armée, les procédures de remontée d'informations se resserrent, les postes sensibles sont observés de plus près et la vigilance devient une norme partagée. Dans l'appareil d'État, la perception change. La menace est désormais lue comme systémique et non circonstancielle. Autour d'Ibrahim Traoré, cette prise de conscience accélère la coordination entre sécurité, renseignement et diplomatie. L'effet le plus visible reste toutefois symbolique. Les refus individuels, rendus publics de manière contrôlée, envoient un signal clair. La loyauté n'est plus négociable. Ce message, simple mais répété, installe un socle de cohésion précoce avant même les affrontements ouverts. Et très concrètement, l'effet est immédiat. Des choix individuels ont redéfini l'équilibre collectif. Le passage de la pression latente à l'affrontement ouvert s'opère par une succession d'étapes rapides, chacune renforçant la suivante. D'abord vient l'activation. Après les premiers signalements internes, les autorités observent une multiplication d'approches ciblées, souvent indirectes, cherchant à tester la solidité de la chaîne de commandement. Des enveloppes circulent, des promesses de promotion accélérées sont suggérées, et des contacts se présentent comme des partenaires extérieurs bienveillants. Ces gestes, apparemment discrets, visent à créer des points de rupture sans déclencher d'alarme immédiate. La montée en tension devient perceptible lorsque plusieurs tentatives convergent dans un laps de temps réduit. Les services de sécurité identifient des relais communs, des méthodes répétées et une coordination qui dépasse les initiatives individuelles. C'est à ce moment que le pouvoir comprend que la pression n'est plus expérimentale, mais structurée. Autour d'Ibrahim Traoré, la lecture des événements change. Il ne s'agit plus de contenir des frictions internes, mais de prévenir une bascule organisée capable d'affecter l'ensemble de l'appareil d'État. Le point culminant survient lorsque des actions parallèles sont détectées presque simultanément. Un groupe cherche à sécuriser l'accès à des infrastructures sensibles, tandis qu'un autre tente de s'approcher de zones liées au pouvoir exécutif. L'opération repose sur la rapidité et l'effet de surprise. Pourtant, les forces loyales, alertées en amont par des signaux recoupés, réagissent en quelques minutes. Les affrontements restent limités, mais la séquence révèle l'ampleur du réseau impliqué et la profondeur de sa préparation. Les arrestations qui suivent constituent un tournant. Des documents saisis indiquent des financements extérieurs, des instructions transmises depuis l'étranger et des canaux de communication sécurisés. Cette matérialité change la nature du récit public. La tentative n'est plus perçue comme un épisode isolé, mais comme l'expression visible d'une stratégie transnationale visant à infléchir la trajectoire politique du pays. L'attention se déplace des individus vers les structures, des gestes vers les circuits. Les répercussions sont immédiates. Dans l'armée, une onde de choc traverse les rangs. Les officiers découvrent que la menace était plus persistante qu'imaginée. La loyauté devient un enjeu central, non plus implicite, mais explicitement affirmé. Les procédures se durcissent, les contrôles s'intensifient et la vigilance s'institutionnalise. Dans la population, la révélation de ces mécanismes provoque un mélange de crainte et de resserrement collectif. Beaucoup comprennent que la crise ne se joue pas uniquement à l'intérieur des frontières non nationales. Ce basculement produit un effet inattendu. Chaque tentative avortée, loin d'affaiblir le pouvoir, renforce la cohésion interne. La pression extérieure, pensée pour fragmenter, agit comme un révélateur des lignes de loyauté. Le récit officiel insiste alors sur la capacité de l'État à anticiper, à absorber le choc et à reprendre l'initiative. L'avant et l'après se distinguent nettement. Ce qui était une menace diffuse devient un affrontement lisible et donc plus maîtrisable. Si l'on compare la période avant les enquêtes approfondies menées entre 2022 et 2024, la menace pesant sur le pouvoir burkinabé était perçue comme diffuse et difficile à mesurer. Après leur aboutissement, elle apparaît quantifiée, structurée et impossible à ignorer.
Ce passage du soupçon à la mesure constitue la charnière analytique du dossier car il transforme une impression politique en réalité vérifiable autour d'Ibrahim Traoré. Une première donnée structurante est que plus de 10 tentatives d'assassinat ont été identifiées et documentées en moins de 2 ans. Cette fréquence exceptionnelle indique une pression continue et méthodique, loin de réactions opportunistes ou improvisées. Elle révèle une stratégie d'usure visant à tester, puis à contourner les dispositifs de protection. Le nombre lui-même agit comme un signal. Il suggère une persistance rare, incompatible avec l'idée d'initiatives isolées. Chaque tentative avortée devient une itération supplémentaire dans un processus d'apprentissage pour les réseaux impliqués qui ajustent leurs méthodes sans renoncer à leur objectif. Un deuxième indicateur décisif réside dans la saisie, en novembre 2024, d'une mallette contenant 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires. Cette somme met en évidence l'échelle financière du projet subversif extérieur. Elle ne peut être interprétée comme un pot de vin ponctuel, mais comme la preuve de circuits capables de mobiliser rapidement des ressources massives. Ce seuil financier marque une rupture. Il montre que l'ingérence ne se limite plus à l'influence politique ou narrative, mais s'ancre dans une capacité économique lourde, pensée pour durer et se renouveler. Une troisième mesure clé est que plus de 50 officiers ont été arrêtés pour implication directe ou coordination avec des réseaux transfrontaliers. Ce volume élevé révèle une infiltration profonde et patiemment construite. Comparé aux premières alertes, où seuls quelques cas isolés étaient en suspecté, ce chiffre indique une progression quantitative nette. La menace ne touche plus des marges de l'institution militaire, mais des segments suffisamment nombreux pour créer un risque systémique. L'écart ici est organisationnel, on passe d'une fragilité ponctuelle à une vulnérabilité structurelle. Pris ensemble, ces 3 chiffres dessinent une trajectoire claire. Le point de départ reposait sur des signaux faibles, interprétés comme des anomalies locales. Le point d'arrivée révèle une architecture transnationale combinant violence ciblée, incitation financière et relais internes. Cette évolution explique pourquoi la réponse de l'État s'est accélérée au cours de l'année 2024. Face à des volumes aussi élevés, l'inaction devient impossible. La quantification modifie également la lecture politique. Là où les pressions extérieures cherchaient à fragmenter l'autorité, les données exposées publiquement produisent un effet inverse. Elles légitiment un resserrement de la chaîne de commandement et renforcent la cohésion autour d'Ibrahim Traoré. Les chiffres, loin d'être neutres, deviennent des instruments de narration stratégique, transformant la crise en démonstration de capacité institutionnelle. 2 lectures concurrentes structurent le débat autour de la crise burkinabé et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide avant d'être confrontée aux faits. La première, souvent avancée par certains acteurs extérieurs, soutient que des actions discrètes d'influence seraient justifiées par un impératif de stabilité régionale. Selon cet argument, le Burkina Faso occupe une position charnière dans le Sahel, exposé aux groupes armés et au trafic transfrontalier. Un pouvoir perçu comme imprévisible accroîtrait les risques de débordement vers les pays voisins. Les interventions clandestines seraient alors présentées comme des mesures préventives destinées à éviter un effondrement sécuritaire plus large. La seconde lecture affirme que la concentration du pouvoir fragiliserait l'équilibre institutionnel. Elle insiste sur le risque d'une centralisation excessive, susceptible de réduire la pluralité politique et de compliquer la coopération internationale. Dans ce cadre, l'éloignement de partenariats traditionnels affaiblirait l'accès à des soutiens logistiques et diplomatiques essentiels. La loyauté militaire serait décrite comme instable, exposée aux moindres chocs internes ou externes, et la pression extérieure apparaîtrait comme un moyen de rééquilibrage indirect. Ces 2 raisonnements reposent sur une hypothèse commune, l'idée que la pression extérieure agirait comme un facteur de stabilisation. Or, les données issues des enquêtes contredisent cette prémisse. Plus de 10 tentatives d'assassinat documentées en moins de 2 ans relèvent d'une volonté répétée de renversement, non d'une gestion préventive du risque. La saisie de 5 milliards de francs CFA destinés à acheter des défections militaires révèle une stratégie proactive et financièrement lourde
incompatible avec une logique de simple dissuasion. De plus, l'arrestation de plus de 50 officiers impliqués dans des réseaux transfrontaliers montre que cette pression n'a pas contenu l'instabilité. Elle l'a produite. Loin de prévenir une fragmentation, elle a accru le risque systémique. La réponse observée va à l'inverse des prédictions initiales. L'exposition publique des complots a resserré la chaîne de commandement et renforcé la cohésion institutionnelle autour d'Ibrahim Traoré. Les faits suggèrent ainsi que l'ingérence constituait le principal moteur de désordre, et non la variable de stabilisation qu'elle prétendait être. Et l'on voit alors l'inversion. La pression produit désormais l'effet inverse. Ce constat marque un basculement discret mais décisif dans la lecture de la crise. Jusqu'ici, chaque tentative de déstabilisation était analysée comme un risque cumulatif, susceptible d'éroder progressivement l'autorité de l'État. Or, les événements récents montrent une dynamique opposée. L'exposition répétée des réseaux clandestins transforme la pression extérieure en facteur de clarification interne. Ce qui devait fragmenter révèle au contraire les lignes de loyauté et les zones de vulnérabilité réelles. Pour Ibrahim Traoré, cette inversion modifie la nature du rapport de force. La menace ne disparaît pas, mais elle devient plus visible, plus coûteuse et plus prévisible pour ceux qui l'exercent. Les circuits de financiers sont identifiés, les relais internes neutralisés et les narratifs adverses perdent en crédibilité à mesure que les preuves s'accumulent. La crise cesse d'être une zone grise, elle devient un terrain balisé où chaque action laisse une trace exploitable. Ce moment charnière révèle aussi un déplacement stratégique. L'État ne réagit plus seulement en défense, il intègre la pression dans sa doctrine, l'utilise pour renforcer ses mécanismes de contrôle et consolider son noyau institutionnel. Chaque tentative avortée alimente une pédagogie politique interne. Elle montre où se situent les failles et comment les refermer. L'élément clé, souvent sous-estimé, réside dans le temps. Une pression prolongée, censée épuiser, finit parfois par souder. Les effets de la crise ne se limitent pas au cercle du pouvoir. À mesure que les tentatives de déstabilisation sont exposées et neutralisées, leurs répercussions deviennent tangibles pour 4 groupes clés: l'État, l'armée, l'économie et la société, ainsi que l'environnement régional. Chacun subit des impacts spécifiques, parfois contradictoires, mais profondément liés par une même dynamique de clarification. Pour l'État, la conséquence la plus immédiate est organisationnelle. Les arrestations successives et la mise au jour de réseaux transnationaux imposent une recomposition interne rapide. Les postes sensibles sont redistribués, les circuits décisionnels raccourcis et les flux d'informations davantage centralisés. Cette évolution renforce la capacité de réaction tout en accentuant la concentration du pouvoir autour du noyau loyaliste d'Ibrahim Traoré. À court terme, l'appareil étatique gagne en cohérence et en lisibilité. À moyen terme, cette centralisation pose toutefois la question de l'équilibre institutionnel et de la gestion de la durée. Pour l'armée, l'impact est à la fois psychologique et structurel. La révélation de l'ampleur des infiltrations crée un choc interne durable. La loyauté, auparavant implicite, devient un critère explicitement évalué. Les rotations de postes, les contrôles renforcés et la surveillance accrue modifient le quotidien des unités. Cette pression interne peut générer des tensions, mais elle produit aussi un effet de resserrement. L'institution se referme autour d'un noyau jugé fiable, réduisant sa perméabilité aux influences extérieures et augmentant sa capacité de réaction coordonnée. Sur le plan économique et social, les effets apparaissent plus ambivalents. À court terme, l'exposition de complots financés par des flux clandestins accroît la prudence des investisseurs, notamment dans les secteurs liés aux ressources naturelles. L'incertitude politique freine certaines initiatives. En parallèle, un mouvement de recentrage s'opère. Les entreprises nationales revoient leurs partenariats, renforcent leurs mécanismes de conformité et s'éloignent des circuits opaques. Cette réorganisation contrainte, bien que coûteuse, contribue à assainir certains segments économiques et à clarifier les règles du jeu. La société burkinabé,
enfin, réagit par une vigilance accrue. La compréhension que la menace est largement extérieure renforce un sentiment de cohésion nationale. Des initiatives locales émergent pour signaler des comportements suspects et protéger des infrastructures essentielles. Cette mobilisation n'est ni uniforme, ni spontanée, mais elle traduit une internalisation progressive du risque. La stabilité cesse d'être abstraite, elle devient un enjeu quotidien partagé. Au niveau régional, le cas burkinabé acquiert une portée symbolique. Les États voisins observent attentivement la trajectoire suivie. L'échec répété des tentatives de renversement montre qu'il est possible de résister à des stratégies combinant argent, réseau et influence. La position d'Ibrahim Traoré gagne ainsi une dimension exemplaire, non comme modèle unique, mais comme démonstration qu'une réponse institutionnelle coordonnée peut inverser un rapport de force défavorable. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. Elles ne constituent ni des prédictions, ni des promesses, mais des cadres conditionnels fondés sur les tendances déjà visibles et sur la manière dont les acteurs ajusteront leur stratégie. Dans un scénario central, on verrait une stabilisation sous tension. Si les mesures sécuritaires et organisationnelles engagées se poursuivent sans rupture, l'appareil d'État pourrait maintenir une cohésion suffisante pour contenir les pressions extérieures. La centralisation actuelle facilite la circulation de l'information et réduit les angles morts. Dans ce cadre, l'armée conserve une discipline fonctionnelle, les circuits de financiers suspects sont davantage surveillés et la capacité de réaction demeure élevée. Cette stabilité reste cependant coûteuse. Elle dépend de la continuité administrative, de la gestion de l'usure institutionnelle et de la capacité du pouvoir à éviter que la vigilance permanente ne se transforme en rigidité. Dans un scénario favorable, on observerait une consolidation interne accompagnée d'un effet d'entraînement régional. Si, en plus du maintien des contre-mesures, les coopérations avec des États voisins confrontés à des pressions similaires se renforcent, un seuil qualitatif pourrait être franchi. La pression extérieure deviendrait plus coûteuse, moins efficace et progressivement dissuadée. Dans cette hypothèse, le Burkina Faso transformerait sa résilience en levier politique et diplomatique. Autour d'Ibrahim Traoré, cette trajectoire renforcerait la crédibilité de l'État comme acteur capable d'absorber et de neutraliser des stratégies fondées sur l'argent et l'infiltration, tout en conservant une marge de manœuvre régionale. Dans un scénario défavorable, la pression ne disparaîtrait pas, mais se recomposerait. Si les réseaux adverses s'adaptent plus rapidement que les contre-mesures, les tentatives directes pourraient céder la place à des formes plus diffuses. Campagne narrative, pression économique ciblée ou instrumentalisation de tensions sociales. Dans ce cas, la centralisation actuelle deviendrait un point de vulnérabilité. Le risque ne serait pas un effondrement brutal, mais une érosion progressive de la confiance et de la capacité d'anticipation. Dans ces 3 scénarios, un facteur transversal domine, la gestion du temps. Si les ajustements restent continus, la pression tend à perdre en rendement. S'ils se figent, les vulnérabilités réapparaissent. Au-delà des calculs géopolitiques et des chiffres issus des enquêtes, la crise burkinabé touche aussi ceux qui l'observent à distance. Comprendre ces dynamiques ne consiste pas à suivre un épisode de plus dans l'actualité internationale, mais à affiner une manière de lire les crises contemporaines. Le cas du Burkina Faso montre que l'ingérence ne se manifeste pas toujours par des interventions visibles. Elle opère souvent par des actions graduelles, financières et narratives, dont les effets ne deviennent lisibles qu'avec le temps. Pour les lecteurs intéressés par les relations internationales, cette séquence offre une leçon de méthode. Elle rappelle l'importance de comparer les discours aux données, de replacer les événements dans une chronologie longue et de ne pas confondre stabilité affichée et équilibre réel. Les chiffres, lorsqu'ils sont contextualisés, deviennent des outils d'analyse plus fiables que les récits simplificateurs. Ils permettent de distinguer une crise passagère d'une recomposition institutionnelle plus profonde. Pour les analystes économiques ou sécuritaires, l'expérience burkinabé souligne que les environnements qualifiés de fragiles ne sont pas figés.
Des pressions extérieures peuvent me déclencher des ajustements internes qui modifient durablement les règles du jeu. La prudence reste nécessaire, mais elle gagne à être accompagnée d'une lecture fine des signaux, plutôt que d'une méfiance généralisée. Enfin, pour un public plus large, cette crise interroge la notion de souveraineté. Elle apparaît moins comme une proclamation que comme une capacité pratique à identifier, absorber et transformer des chocs. Autour d'Ibrahim Traoré, cette réalité prend la forme d'une résilience construite dans la durée, faite de vigilance, de coordination et de choix parfois contraignants. Le déplacement du regard est donc essentiel. Comprendre comment lire plutôt que simplement réagir. Face aux pressions extérieures mises au jour, une stabilisation durable ne repose pas sur un geste spectaculaire, mais sur une séquence d'actions cohérentes, mesurables et maintenues dans le temps. Les éléments déjà observables imposent une logique de méthode. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu consiste à transformer une réponse essentiellement sécuritaire en architecture de stabilité, sans basculer dans une rigidité contre-productive. Un premier levier concerne la rotation contrôlée des postes sensibles. En limitant l'exposition prolongée aux mêmes fonctions, l'État réduit les points d'ancrage des réseaux extérieurs. Cette mesure doit s'accompagner d'audits réguliers, centrés sur les flux logistiques et les canaux d'information, afin de détecter rapidement toute anomalie sans créer de paralysie administrative. Un deuxième levier réside dans la traçabilité financière renforcée. La mise au jour de financements clandestins a montré l'importance de mécanismes capables d'identifier des flux atypiques. L'objectif n'est pas une surveillance généralisée, mais l'établissement de seuils d'alerte clairs déclenchés par des écarts mesurables. Cette transparence ciblée augmente le coût opérationnel des tentatives d'ingérence. Un troisième levier concerne l'ancrage régional. En coordonnant certaines pratiques sécuritaires avec des États voisins confrontés à des pressions similaires, le Burkina Faso dilue l'efficacité des réseaux transnationaux. Cette coopération repose moins sur des affinités idéologiques que sur des intérêts communs de résilience institutionnelle. Enfin, un levier transversal s'impose, l'évaluation continue. Chaque mesure doit être ajustée à partir de résultats observables et non figée par principe. C'est dans cette capacité d'adaptation que se joue la durabilité de la stabilité autour d'Ibrahim Traoré. Lorsque l'on revient aux premiers signaux apparus au début de la crise, un détail discret prend aujourd'hui une valeur symbolique. Ce sont ces approches silencieuses, ces propositions murmurées, ces tentatives presque invisibles qui cherchaient à fissurer la cohésion de l'État. À l'époque, elles semblaient anecdotiques. Avec le recul, elles apparaissent comme les prémices d'une stratégie beaucoup plus vaste et patiente. Le fil qui relie ces épisodes, des refus individuels initiaux au réseau progressivement démantelé, dessine une trajectoire de résistance cumulative. Rien ne s'est joué en un instant. La réponse ne s'est pas construite autour d'un acte spectaculaire, mais par une accumulation de décisions, parfois discrètes, parfois coûteuses. Chaque alerte prise au sérieux, chaque loyauté assumée, a contribué à refermer des brèches que d'autres cherchaient à exploiter. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un point de convergence. Autour de lui se cristallisent des arbitrages, des coordinations et une volonté de ne pas céder à l'usure. La pression extérieure, pensée pour fragmenter, a finalement servi de révélateur. Elle a mis en lumière à la fois les fragilités et les ressources. Une phrase s'impose alors. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit. Au terme de ce parcours analytique, une idée persiste avec clarté. Les crises contemporaines ne sont jamais confinées à un seul territoire. Elles révèlent soit des mécanismes qui traversent frontières, institutions et récits, et dont les effets se font sentir bien au-delà de l'événement initial. Le cas du Burkina Faso illustre comment des pressions extérieures, souvent présentées comme techniques ou nécessaires, peuvent produire des résultats inattendus lorsqu'elles rencontrent des structures capables de les absorber et de les exposer. S'intéresser à ces dynamiques ne revient pas à prendre parti, mais à affiner son regard. Cela implique de confronter les chiffres au discours, d'examiner les séquences plutôt que les épisodes isolés et de rester attentif aux détails relégués en marge du récit dominant. Autour d'Ibrahim Traoré,
cette posture met en évidence une forme de résilience institutionnelle qui ne tient ni du hasard ni de l'improvisation, mais d'une accumulation de choix et d'ajustements. Prolonger la réflexion peut passer par des gestes simples. Comparer plusieurs analyses, échanger avec d'autres lecteurs ou suivre les évolutions régionales dans la durée. La question reste ouverte. Face à des pressions de plus en plus sophistiquées, quelles formes de résilience institutionnelle vous semblent aujourd'hui les plus décisives pour les États contemporains ?